Donc, on va travailler aujourd'hui sur la linguistique de corpus et plus précisément, on va essayer de répondre à ces questions-là. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est quoi un corpus? Comment on définit un corpus? Pourquoi je pose cette question? Parce que si vous travaillez sur, par exemple, la syntaxe, la sémantique, l'analyse du discours, etc., aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans la plupart de nos analyses, on est obligé de constituer un corpus et d'analyser un corpus avec des règles, avec une certaine méthodologie. Attention, ce n'est pas une théorie linguistique, c'est une méthodologie, d'accord, qui nous permet finalement de partir des exemples que nous avons pour arriver à des conclusions. En tout cas, c'est l'approche que nous avons. La question alors, pourquoi utiliser des corpus? C'est une question qui se pose. D'autant plus qu'on va discuter un peu assez rapidement des types de corpus. Est-ce qu'on peut utiliser le web en tant que corpus? C'est-à-dire, quand on cherche par exemple un phénomène syntaxique, un phénomène sémantique, un phénomène quelconque, si je tape et je trouve des informations sur Internet, sur le web, sur Google, est-ce que ça, c'est un corpus? Est-ce que je peux l'utiliser comme un argument pour défendre mes positions théoriques? Et on termine par différents exemples. Donc, je vous laisse lire assez rapidement parce que je vous propose quelques définitions de ce que c'est un corpus. C'est-à-dire, je vous propose déjà exactement de voir comment on peut définir un corpus. C'est quoi un corpus? Est-ce que, par exemple, dire que, alors, si je veux travailler, par exemple, sur les connecteurs dans un texte narratif, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends juste un texte narratif? Est-ce que je prends une œuvre littéraire et j'analyse les connecteurs et c'est tout? Ou est-ce que je construis quelque chose d'autre? Et voilà pourquoi, à partir des années, vous voyez, c'est assez nouveau quand même, c'est-à-dire à partir des années 90, on commence à réfléchir sur ce que c'est un corpus sur lequel qu'on peut analyser. Et vous allez voir, on va voir un peu les définitions, parce que je vous mets en rouge quelques mots qui sont sur lesquels on va rester, on va essayer d'analyser un peu. Je vous laisse juste quelques minutes pour lire les définitions. Je ne sais pas si vous parlez tous l'anglais, je vais essayer de traduire en même temps. Donc, un corpus est une collection de textes de langue, en langue naturelle, c'est-à-dire une langue attestée, d'accord, qu'on choisit parce qu'ils vont être typiques d'un niveau de langue, d'une étape au niveau de l'histoire de la langue. Une autre définition, c'est celle de, ça c'est vraiment la définition, la première définition, disons la définition de Sinclair, d'accord, en 91. En 92, on a un autre collègue qui travaille sur les corpus, Leach, qui dit que il faut savoir que toutes ces collections de textes ne sont pas des collections qu'on fait au hasard. C'est-à-dire, on choisit les textes qu'on va mettre dans notre collection, dans notre corpus. On va choisir ces textes parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une représentation, c'est d'avoir des textes représentatifs. Et là, c'est le premier mot, en fait, qui est un mot-clé, exactement au niveau de la définition de ce que c'est un corpus, et on va le voir plus tard. Ils sont représentatifs d'un certain type de langue. D'accord? Et ensuite, en 1996, McHenry et Wilson, qui sont eux aussi, qui travaillent sur la linguistique de corpus, ils vont revenir exactement, ils vont proposer une autre définition en disant que, de toute façon, il faut faire attention, parce que si je dis par exemple que je travaille sur les textes, sur la littérature, sur les textes de Camus, ça c'est un corpus, d'accord? Si je dis que je travaille sur Rabelais, ben, c'est un corpus. Comment est-ce qu'il y a une différence par rapport à une autre définition de ce qu'on appelle un corpus? Et effectivement, il dit, il faut faire la différence, bien évidemment, parce que ce n'est pas juste un ensemble de textes, par exemple le corpus de Camus, d'accord, que je vais analyser. Mais si j'analyse quelque chose,
il faut, pour parler de la langue, pour parler de la didactique, pour parler de l'acquisition des langues, il faut être sûr qu'il va y avoir un échantillonnage, donc c'est le premier mot, d'accord? Il va y avoir une représentativité, c'est-à-dire il faut que mes textes soient représentatifs. Je vais avoir une taille précise, d'accord? Donc je ne vais pas chaque fois ajouter de nouveaux textes. Ce sont des textes qui sont en format électronique, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça nous permet exactement d'analyser plus facilement, et vous allez le voir vous aussi quand vous allez faire les exercices. Et bien évidemment, mais ça c'est pour les corpus qui sont énormes, et on va les voir un peu plus tard, il faut que ce soit une référence. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, peut-être vous connaissez déjà un linguiste français qui s'appelle Rastier. Voilà, un linguiste très important pour la linguistique française, qui dit exactement qu'un corpus est un regroupement structuré de textes qui vont être des textes documentés, c'est-à-dire on va avoir toutes les informations concernant la description des textes. C'est ce qu'on appelle, quand on fait la linguistique des corpus, les métadonnées, c'est-à-dire je vais chercher tout de suite et je vais trouver des textes littéraires d'un auteur d'une certaine époque, etc. Et ensuite, on peut avoir exactement des étiquetages, on va le voir un peu plus tard, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est quelque chose qui est réflexif. C'est-à-dire, je ne veux pas juste récupérer des textes que je vais analyser, mais je vais réfléchir sur les critères qui me permettent finalement de choisir ces textes et d'analyser ces textes. Et on va voir exactement un exemple pour vous montrer les difficultés que nous avons, en fait, et on va le voir avec une analyse du journal Le Monde. Donc, à partir de là, on peut arriver à une définition qui dit que finalement le corpus c'est quoi? Le corpus est une collection de textes, de données, d'accord? De données qui sont peut-être fragmentées, parce que ça peut être des parties d'un livre par exemple, de plusieurs livres, mais tout doit être bien réfléchi. On sait pourquoi on le fait, on a des arguments, et ça nous permet d'avoir des échantillons. Autrement dit, tout simplement, ça ne va pas être juste un objet comme ça, je ne vais pas juste récupérer des textes, mais ça veut dire que je vais réfléchir. Et c'est pour ça que Rastier, il utilise une phrase qui est assez intéressante. Il dit que ce n'est pas juste un ensemble de phrases, ce n'est pas juste un sac de mots qu'on va avoir devant nous, qu'on va analyser, et c'est tout. Très souvent, on dit que, en réalité, c'est quand on a un corpus, c'est quelque chose qui doit être aimé. C'est-à-dire, on construit notre corpus, on connaît notre corpus, on connaît parfaitement notre corpus. Même si c'est un corpus grand, bon, là c'est une autre question, qu'est-ce qu'on appelle un corpus grand, mais même si c'est un corpus assez important, on essaie de le connaître, de savoir pourquoi on l'a, et de savoir pourquoi on l'a collecté. Donc, bien évidemment, et ça c'est la difficulté que nous avons, surtout nous, quand on travaille sur le corpus apprenant, c'est que ce corpus, il se périme très facilement. Il est très vite obsolète. C'est-à-dire, il faut créer de nouveaux corpus, il faut renouveler les corpus, enrichir les corpus, surtout en réfléchissant sur les critères, bien évidemment. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec des apprenants, il y a des corpus qui font des millions de mots. D'accord? Nous, quand on travaille avec des apprenants, quand les apprenants ils écrivent des petits paragraphes, ils écrivent grand maximum 200 mots, et encore. Donc, quand on travaille sur ces corpus, on arrive à des corpus de 20 000 mots, de 30 000 mots. Ce qui fait des corpus assez petits, mais qui nous prennent énormément de temps, en fait. Donc, c'est vraiment la difficulté que nous avons, nous, quand on travaille sur le corpus d'apprenants, parce qu'ils deviennent assez rapidement obsolètes, mais en même temps, ça nous prend beaucoup de temps pour les mettre en place. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure un mot, c'est le mot représentatif.
Qu'est-ce que ça veut dire représentatif? En fait, quand on parle de représentativité, ça veut dire qu'on réfléchit sur ce que le corpus nous montre, ou ce que le corpus peut nous montrer. Par exemple, si je veux travailler sur la langue des jeunes, d'accord, en France, ici, partout, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, j'ai plusieurs solutions. Je vais m'adresser à des jeunes, par exemple, entre 18 ans et 25 ans. Alors, pourquoi pas 28 ans, pourquoi pas 30 ans? Là, il faut réfléchir. Est-ce que quelqu'un qui a 30 ans, c'est un jeune? D'accord? Dans le sens linguistique du terme. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a 30 ans, il va utiliser le même vocabulaire, les mêmes expressions qu'un jeune de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans? Deuxième problème, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi, il y a d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez mentionner quelques éléments qui pourraient exactement faire partie de cette réflexion sur la représentativité? C'est-à-dire comment je vais choisir mon public si je vais travailler sur des jeunes? La culture. Dans quel sens? Par exemple, les habitants de la ville, les habitants des endroits ruraux, par exemple. Exactement. Vous avez un deuxième critère. Bon, déjà l'âge, voire à peu près. C'est toute la question de ils habitent où exactement? Parce que j'ai quelqu'un qui habite à Paris. Est-ce qu'il va utiliser le même vocabulaire, la même syntaxe, ou les mêmes, comment le dire, est-ce qu'il aura les mêmes habitudes linguistiques que quelqu'un qui habite dans les banlieues parisiennes? L'autre qui habite, par exemple, bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu la géographie parisienne, mais disons quelqu'un qui habite en plein centre-ville, dans le 16e, dans le 7e, etc., où il aura accès à des établissements scolaires ou à des universités renommées, quelqu'un qui habite plutôt dans des régions plus rurales, quelqu'un qui habite plutôt dans les banlieues un peu défavorisées, etc. Est-ce qu'ils auront les mêmes possibilités? Est-ce qu'ils auront le même discours, par exemple? C'est une vraie question. Après, est-ce que quelqu'un qui habite à Poitiers, à Strasbourg, à Lyon, va avoir le même discours que les jeunes qui habitent à Paris? Donc, il y a exactement ce qu'on peut appeler la culture générale, c'est-à-dire toute la question de l'éducation, là où il habite, etc. Un troisième critère? La nature. Dans quel sens? Dans la nature, c'est-à-dire c'est qui vivre dans le village et c'est qui habite dans le désert. C'est la nature. Alors, donc, c'est pas seulement du coup. Exactement. Ce n'est pas seulement finalement la question exactement de on habite, c'est la différence entre grande ville, petite ville, d'accord, ou banlieue, etc. C'est aussi exactement finalement quel est le contexte général environnemental dans lequel on va vivre. C'est-à-dire un petit jeune qui est complètement, vous avez parlé du désert, j'imagine que ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément en contact avec toute la nouveauté, ils ne vont pas au théâtre et au cinéma tous les jours, ils ne vont pas sortir tous les jours, etc. Quelqu'un qui habite en centre-ville, effectivement, il n'aura pas forcément les mêmes images, les mêmes informations. Un autre critère. On va dire la qualité de l'enseignement. Exactement. C'est le niveau de l'enseignement, parce que les écoles internationales ou les écoles locales, c'est... Exactement. L'autre question, c'est vraiment l'éducation. Donc, ce sont des hypothèses chaque fois. D'accord? C'est-à-dire, nous, on ne va pas dire, avant de la construction de notre corpus, un jeune parle différemment quand il habite en centre-ville ou dans un village, etc. On part de quelques hypothèses et on essaye en fait de réfléchir sur les variantes qui peuvent modifier notre corpus, nos résultats. D'accord? Donc, effectivement, un petit jeune, quand on va créer un corpus, on va peut-être dire
je vais analyser la langue des jeunes qui ont entre 15 ans et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'ils habitent par exemple dans les banlieues parisiennes, parce qu'ils vont tous à peu près dans le même type de lycée par exemple, ils ont tous à peu près le même type de formation. Et quoi d'autre peut-être? Je crois les démographies ou bien par exemple l'origine de la personne. Par exemple, si un Marocain par exemple ou un Algérien il va dire qu'il y a beaucoup d'argot comme wesh et tout ça. Je crois que ça c'est pas présent dans par exemple les lieux qui sont soutenus, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement, là aussi on part d'une hypothèse. Oui. Exactement. C'est toujours des hypothèses, bien évidemment. Après, on va faire notre corpus qui va nous permettre de valider nos hypothèses. D'accord? Et effectivement, la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Est-ce qu'il faut, par exemple, prendre en compte éventuellement le bagage linguistique? D'accord? Pas forcément s'il est d'origine étrangère ou autre, mais plutôt, quel est son bagage linguistique? Pourquoi? Parce qu'effectivement, on risque de trouver des mots éventuellement étrangers. C'est une hypothèse, hein, chaque fois, on ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il va utiliser certains mots autrement, il va avoir peut-être des mots culturels que tous les francophones ne partagent pas, etc., etc. Donc, voilà pourquoi, effectivement, on est obligé de prendre en compte finalement tous ces critères, et voilà pourquoi on va parler de représentativité. Okay? C'est ça le sens du mot représentatif. Donc, oui. Je pense qu'il y a un petit critère par rapport à la préparation. Préparant le corpus, si on va parler du récepteur public, l'hétérogénéité, c'est plutôt un problème. Si, par exemple, si je suis devant des récepteurs assez hétérogènes, qui ont différentes formations, etc. Et je pense que aussi, à quoi ce récepteur, qu'est-ce qu'il attend de ce stage? Ça doit être pris en considération en préparant le corpus. Je n'ai pas très bien entendu à cause du bruit, mais... Deux points, l'hétérogénéité publique, et puis qu'est-ce qu'il attend de ce stage, par exemple? Oui, mais ça va être dans un autre cas, j'imagine. Parce que l'idée là, c'est pas seulement la question... oui, là on ne se passe pas trop pour l'instant la question. Là, on peut revenir, si vous voulez, sur vos remarques quand on va parler des corpus d'apprenants. Voilà, qui apprennent une langue étrangère. Et là, peut-être, effectivement, on peut mettre dans notre questionnaire leurs attentes. Parce qu'ils n'ont pas forcément un apprenant qui a un niveau B1 qui veut faire ses études à l'université. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes qu'un locuteur, qu'un apprenant d'un niveau B1 qui veut apprendre le français général. Donc effectivement, on va garder cette information pour plus tard. Là, c'est plutôt pour nous en tant que, quand on va étudier le français ou une autre langue en fait. Ok ?